Bonjour, je m'appelle Michel Buffat, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nice et j'appartiens à une équipe de recherche qui s'appelle WiMix, qui est commune à l'INRIA et au CNRS et qui est spécialisée en fait dans l'évolution du web et le web du futur. Donc on fait partie de groupes de travail auprès du W3C sur web audio, sur le web sémantique, sur les objets connectés, etc. Donc on est très proche du cœur des standards et je suis aussi le représentant académique de l'Université de Nice auprès du W3C. Donc voilà. Et je vais vous présenter un de nos projets de recherche qui est de la recherche très appliquée. C'est pas de la recherche théorique sur la navigation d'un robot mobile à travers le web en peer-to-peer à l'aide notamment d'une technologie émergente qui s'appelle WebRTC qui est assez innovante, bien que l'API ne soit pas encore standardisée, elle est déjà présente dans la plupart des navigateurs. Donc on a un robot mobile qui est sur scène, qui est le modèle le plus abouti. Alors ce sont encore des prototypes, mais il y en a une vingtaine qui se baladent dans la nature. Il y en a un qui est au musée de Meaux, au musée de la Grande Guerre à Paris, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Et on va le piloter à distance depuis la Seine. Pardon, on pilotera aussi celui-ci. Et vous verrez que qu'on peut faire ça aujourd'hui sans installation à travers le web avec une faible latence et une bonne qualité vidéo en bidirectionnel, quoi. Donc c'est ça le but de la présentation. Donc je vais commencer par présenter le projet, les objectifs, les partenaires, puis on procédera à une première démonstration. Ensuite on fera un duplex en WebRTC mais en visioconférence classique avec le musée de Meaux. On va parler avec la responsable de la communication du musée et avec monsieur Didier Sancier qui est le PDG de Another World, une start-up de Orange qui est partenaire du projet et qui est spécialisée dans la vidéo temps réel justement pour des visites à distance. Après, je présenterai les différentes technologies en rentrant un tout petit peu dans les détails, mais les vrais détails un peu poilus, ce sera dans les questions. J'ai gardé les transparents un peu techniques pour la fin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et on parlera aussi de la modélisation du contexte dans lequel le robot évolue dans les musées, parce que là, on a utilisé des technologies du web sémantique. Alors, je ne vais pas représenter le web sémantique, etc., mais dire que ça marche aujourd'hui, c'est plus du tout une technologie émergente de chercheurs farfelus. Nous, on l'utilise réellement. Et derrière, il y a des applications industrielles qui sont prévues. On doit livrer des robots à des musées canadiens dans 12 mois, par exemple, qui va être commercialisé. Donc, tout ce que je vais vous présenter va être mis réellement en vente. Hein. Donc, et enfin, on finira par 10 minutes de démonstration où on va piloter le musée de manière... je prendrai la main avec un joystick, mais il se baladera aussi de manière automatique dans le musée de Meaux, donc c'est loin. On est en Wi-Fi. Alors j'ai utilisé un galet 4G parce que le Wi-Fi de la conférence, comme il y a tout le monde qui stream, qu'il y en a qui font du périscope, etc. Hier, on a vu que la bande passante aussi énormément. Voilà. Et après, on finira par des conclusions et des questions. Alors l'objectif du projet, c'était de montrer qu'on pouvait contrôler un robot à distance en répondant à 3 problématiques classiques. La première, c'est la robustesse, connexion, déconnexion, etc. La deuxième, c'est la réactivité. Si on pilote un robot à distance avec une manette de jeu, il ne faut pas que quand on tourne à droite, il bouge 3 secondes après. Et il faut que la vidéo, pour avoir le retour, soit fluide et surtout qu'on puisse la contrôler parce qu'avoir une vidéo fluide en 4K, c'est pas évident. Mais si on dit c'est pas grave, là juste pour naviguer, je vais me mettre en moyenne résolution et quand je vais m'arrêter en face d'une scène, je vais zoomer et changer de caméra, passer sur une caméra HD. Donc tout ça, c'est du contrôle à distance, changer la résolution à la volée, changer de caméra à la volée. Tout ça en appli web, hein, évidemment. Voilà. Et donc les applis web, l'intérêt, c'est la facilité de déploiement, parce que vous verrez que la démo qu'on va faire, c'est pour des visites de musées dans des écoles. Et donc, on n'a pas envie de dire commencer par installer 50 logiciels, etc. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va présenter. Donc, le projet s'appelle Ascar, qui veut dire vite, en fait, en basque, parce que la société qui a fait le robot est une société qui est basée dans le Pays Basque, qui s'appelle Robosoft. Qui fabrique des robots industriels pour Bouygues, pour Renault, etc. Mais bon, là, ils ont une gamme de robots qui visent à être des compagnons pour les personnes âgées, je vais vous en parler, des robots qui visitent des musées ou des robots de transport. Alors, ce serait la même technologie, mais dans des robots plus gros. Voilà. Donc, WiMix, c'est mon équipe de recherche. Approche, c'est une association qui participe au projet pour les scénarios de santé où ce robot va être placé dans des appartements avec des personnes âgées pour servir de compagnons. Ça ne sera pas l'objet de la démonstration d'aujourd'hui. Et Another World, c'est une start-up d'Orange qui vend déjà des visites de musées à distance, mais avec des déambulateurs manuels ou des systèmes assez naïfs avec du Adobe Connect. Adobe Connect passe toujours par un serveur de relais, donc on perd beaucoup en bande passante et en qualité.
Donc le robot Compile 2, il est là-bas. Il va se déplacer tout à l'heure. En fait, c'est un robot qui contient plusieurs CPU à l'intérieur. Il y a un système, il y a un OS temps réel pour contrôler les moteurs et les différents capteurs. Il y a un OS, enfin, un autre CPU qui fait l'orchestration de services, c'est en gros exécuter des services en parallèle en échangeant des messages. Et ensuite, on a une couche web pure, c'est l'écran que vous voyez, il est connecté à un mini PC qui est à l'intérieur. Là, c'est sous Windows, mais ça pourrait très bien être sous Linux, on s'en fout. On est complètement agnostique, puisque là, on fait toute la communication entre l'extérieur enfin, entre le robot et le monde extérieur se fait via des techno-web, et à l'intérieur du robot, toute la communication entre les couches, c'est aussi des techno-web. Ça, c'est très innovant. On fait des WebSockets, on fait du WebRTC, etc. Voilà. Donc, les applications santé dont je vous ai parlé, il y a une application, c'est un Skype sur roue, avec des applications pour dire prends les pilules, est-ce que tu veux connaître la météo, c'est une espèce de compagnon. Donc là, c'est du 1-1 bidirectionnel. La personne âgée peut ouvrir une visioconférence avec sa famille. Et le robot parle, il fait la reconnaissance vocale, il est capable de suivre des personnes, parce qu'il est équipé d'un Kinect 2. On voit la barre noire dessus, c'est un Kinect 2. L'application santé, il y a aussi une application de télémédecine. Quelqu'un tombe dans la cuisine, le robot s'approche parce qu'il n'a pas réagi depuis un certain temps. Là, il y a une visioconférence qui va s'ouvrir, mais qui est plutôt un mesh, un maillage. Il va y avoir la famille, les pompiers, le médecin, la personne âgée, et tous ces gens-là pourront discuter de manière plus ou moins interconnectée. Par exemple, le médecin pourra parler avec les pompiers, l'infirmière pourra rassurer la personne, tout ça dans une même session. Donc on fait des tests aussi avec ça, on est en phase d'évaluation. Hein, surtout le projet a démarré il y a 2 ans, et il dure 2 ans et demi, on est vraiment dans les phases de test. Ensuite, il y a, le scénario culture, c'est celui que je présente. Donc là, vous voyez qu'on a déjà fait naviguer le robot dans le musée de Meaux, c'est la petite vidéo à droite. Le musée, il est situé près à 30 km de Paris, c'est le musée de la Première Guerre mondiale. On a déjà piloté le robot depuis, à de nombreuses reprises depuis Sophia Antipolis, là où je suis situé avec mon équipe de recherche. Et il y a 10 jours, on l'a piloté directement depuis Kobe au Japon pour la conférence ISWC, une conférence sur le web sémantique. On a eu le Best Demo Award parce que ça a marché pendant plusieurs heures d'affilée, les journalistes de la télévision NHK qui sont venus, qui ont joué avec, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de refaire en temps réel ici. Donc, première démonstration, c'est le robot qui est sur la scène. Alors en fait, il n'y a aucune install sur le robot. On a juste ouvert une page web qui vient d'un serveur qui est à Sophia Antipolis. Hein. Donc, on a ouvert l'appli, ce qu'on appelle l'appli robot. Et là, je vais ouvrir l'appli pilote. Donc voilà, attendez, je mets mes lunettes. L'appli pilote, donc voilà, donc là il y a une page web qui arrive, il y a du JavaScript à l'intérieur. Si tout va bien, ça prend, voilà, le robot a envoyé la description des caméras. Alors sur celui-là, on n'a qu'une caméra qu'on peut piloter, mais le robot qu'on va piloter au musée de Meaux, il a plusieurs caméras, des caméras notamment pan and tilt qu'on peut contrôler, on peut les faire bouger, on peut zoomer avec des zooms optiques. Et avec WebRTC, vous verrez qu'on peut piloter des webcams, mais aussi des caméras IP. Là aussi, tout type de caméra peut être pris en compte. Donc je sélectionne la caméra. Ah, il faut que je déplace. Excusez-moi, on m'a mis en mode étendu. Voilà. Alors, oui, alors du coup, moi, j'ai pas l'interface sous les yeux. Alors ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc là, j'ai sélectionné une caméra. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il y a le retour, d'accord. Excusez-moi. Je ne suis pas habitué. Voilà. Donc là, j'ouvre la connexion avec le robot. Et ça a foiré, pourquoi? Non, ça marche, voilà, ça y est. Donc la connexion va être établie. Tu peux couper le son, s'il te plaît, parce qu'il y a la vidéo, le son aussi qui passe, mais c'est pour éviter les effets retour. Donc là, par défaut, on est en assez basse résolution. Donc vous verrez que on se met toujours... Voilà. Donc là, je peux piloter le robot. À partir de là, donc, je peux le piloter en manuel. Donc je vais le faire avancer. Non, pourquoi ça ne marche pas? Parce que je n'appuie pas au bon endroit, excusez-moi. Je ne maîtrise pas encore bien la manette. Voilà. Donc, voilà, on peut changer les résolutions à la volée, donc je vais passer vers de meilleures résolutions. Voilà, donc là on est passé en 320. Voilà, on va passer en HD. Voilà, là on est en 720 points, je peux passer en 1280, je ne sais pas si ça va au-dessus. Voilà. Donc on peut se mettre en plein écran. Ce qu'on voit en dessous, c'est la carte. Hier, on a fait naviguer le robot sur la scène pour faire une cartographie. Et quand on a une cartographie, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut, en fait, où est la souris, voilà, on peut dire au robot d'aller à certains points qu'on a mémorisés. Donc dans le musée
j'ai pas fait ça. Attends, je vois pas trop, je clique là. Alors, il y est déjà sur le premier point, voilà, plan 2 par exemple. Ça marche pas. Ah, peut-être qu'il faut pas que je sois dans cette... Quoi? Il est trop près du point, c'est ça? Ouais, c'est entre le point start et le point... Je vais quel point? Blend 2? Mais Blend 2. Blend 2? Ouais. Voilà. Voilà. Donc on a des points mémorisés sur la carte. Je vais peut-être faire un zoom arrière, si j'y arrive. Pour qu'on voit la totalité de l'interface. Voilà. Donc en fait, on peut, quand on fait des visites à distance, quand un maître d'école, par exemple, va vouloir changer de point d'observation sur une scène, il ne va pas avoir une manette entre les mains, bien qu'il y ait un système anti-collision. Hein. Mais donc voilà, là je peux l'envoyer à un autre point qu'on a prédéfini hier. Donc c'est Blend 1, je crois qu'il faut que je mette. Voilà. Go. Non? Voilà. OK. Donc voilà, on peut se mettre en plein écran. Alors c'est bidirectionnel parce que dans le scénario du musée, il y aura un guide devant le musée, ou possiblement, hein, parce qu'on a aussi prévu des scénarios de visite automatique. Donc voilà, là je peux prendre la main si il est en train de se positionner. Voilà. Donc là, tout est fait en WebRTC, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la connexion s'est faite, c'est directement mon ordinateur qui est connecté au robot. On passe effectivement par l'infrastructure Wi-Fi ici, mais on ne sort pas sur le web externe. Il n'y a pas le goulot d'étranglement de la conférence, etc. Donc, je vais arrêter là. On reviendra si vous avez des questions sur tous les aspects qu'on a montrés, parce qu'on va faire la même démonstration, mais à distance. Ce sera plus intéressant que juste l'avoir là. Donc, je ferme l'application, pardon, et je reprends le PowerPoint. Ah oui, l'application est là, d'accord. Où est la souris? Voilà, je fais ça pour ne pas consommer de la bande passante quand on va contrôler le robot sur le musée, pour pas qu'il y ait deux flux vidéo sur deux robots en parallèle. Voilà, donc je reprends la présentation. Voilà, donc, OK. Alors là, on va ouvrir un duplex avec le musée de Meaux, où normalement la responsable de la communication et le PDG d'Another World nous attendent. Donc là, c'est les mêmes technologies qui sont utilisées à travers un outil commercial qui s'appelle Appear.in. Vous connaissez peut-être. J'espère qu'ils sont en ligne et qu'ils ne nous ont pas oubliés. Normalement, on a essayé de se préparer, mais Appear.in, voilà. Là, le son devrait sortir de la visioconférence en régie. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Vous nous entendez? Attendez. C'est vrai que je suis en mode étendu. Il faut que je passe la fenêtre en plein écran. Voilà. Donc, je vous passe la main. Alors bonjour, j'espère que vous nous entendez bien. Donc comme Michel Buffat a dû vous le dire, je suis Elena Legal, la responsable du musée de la Grande Guerre. Bienvenue ici au musée de la Grande Guerre, qui est le musée sur la Première Guerre mondiale le plus récent, puisque nous allons fêter les 5 ans le 11 novembre prochain, et le plus grand d'Europe. 50 000 objets et documents qui sont conservés ici au musée, et un parcours de 3000 m² d'exposition permanente dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui avec Didier Sancier et avec le robot. Alors justement, le robot qui se trouve derrière nous, c'est l'objet de notre rencontre. Aujourd'hui, le musée de la Grande Guerre a choisi d'être une plateforme d'expérimentation pour ce robot, parce que la question déjà de l'accessibilité des publics a toujours été une question centrale pour le musée, et ce depuis l'ouverture. Et autour de cette question que pour nous l'innovation a du sens. C'est pour ça qu'en 2012, quand Orange est venu nous trouver, Orange qui est un des mécènes fondateurs du musée, pour nous proposer de développer un service de visite guidée à distance via le web, c'est pour ça que ça nous a tout de suite intéressés. On y a vu la possibilité de faire découvrir le musée au public, même le public le plus éloigné géographiquement.
On a donc commencé à travailler avec Didier Sancier et Another World pour développer ce service de visite à distance. À travers, donc là, c'est le qui manipule des caméras et un déambulateur. On n'a pas de robot. On propose ce service depuis 2015 au public scolaire. On est venu nous trouver pour nous proposer de tester une nouvelle forme de visite à distance via un robot. Et nous a tout de suite intéressé pour faire une comparative, une comparaison avec notre service actuel. Parfait, donc oui, je suis Didier Sancier, le fondateur de la société Monde. Donc, comme Elena vient de l'expliquer, notre métier, c'est de développer, de mettre en place des services de distance pour les sites culturels. On a commencé avec le Château de Versailles en 2007, donc ça fait une petite dizaine d'années, et la première pratique que nous avions faite était déjà à l'époque donc une visite robotisée. Donc, à l'époque, on peut dire que c'était vraiment expérimental, c'était même pas une expérimentation, c'était expérimental, puisque le robot pesait 150 kg. Donc voilà, il y a eu une cure d'amaigrissement évidente qui était faite par rapport au ici et par rapport au robot que vous avez sur la scène, donc à Lyon. Voilà, alors aujourd'hui, la dimension technique que nous avons est toujours là. Ce que nous avons donc découvert avec le temps, c'est aussi le métier de la médiation. Donc, d'adapter la technologie au musée par rapport à des usages, et non pas d'apporter de la technologie simplement pour de la technologie. Voilà. Alors, qu'est-ce que peut apporter donc un robot comme celui-ci? Voilà, je pense qu'il a, Michel, on parlera plus longuement que moi sur les aspects techniques, mais je vois quand même 3 valeurs ajoutées au niveau de ce robot. Premièrement, il est modulaire. Vous voyez que par rapport au robot que vous avez à Lyon, celui-ci est différent au niveau de la base logicielle, c'est la même chose. Donc, le côté modulaire se traduit par exemple par la caméra que nous avons choisie. C'est une caméra, on va dire, du commerce. Donc, si on voulait mettre une caméra 360 degrés ou une caméra 4K, il suffit d'enlever la caméra et de mettre la nouvelle. Donc, ça, c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir un produit qui est modulaire. Son deuxième avantage, c'est qu'il est autonome. Alors, qu'est-ce que j'entends par autonome? C'est-à-dire qu'il est capable de se repérer et de faire sa propre carte. Donc ça, c'est un avantage très important qui permet d'imaginer une mobilité en autonomie du robot pour aller, par exemple, de point d'intérêt en point d'intérêt. Le troisième avantage, c'est l'accessibilité. Parce que là aussi, Michel y reviendra. Pour pouvoir piloter ce robot, pour pouvoir le commander et récupérer la vidéo, il suffit d'un navigateur web. Donc on ne peut pas faire plus simple aujourd'hui, en mon sens, en termes d'accessibilité. Il n'y a pas... je crois qu'on va arrêter parce qu'il faut qu'on continue. Fermez la connexion à Pierre.in pour ne pas utiliser de la bande passante quand on va refaire la démonstration. On vous remercie, on vous recontacte tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Alors, où est mon curseur? Donc, je vais fermer moi aussi la connexion. Pardon. Bon, le son n'était pas très bon. Alors, on passe par un service qui s'appelle Appear.in et vous verrez que quand on va faire la vidéo avec le robot, on a une bien meilleure qualité. Non, c'est pas des blagues. Hein. Voilà. Donc, je reprends la présentation. Voilà. Donc les technologies qui ont été utilisées donc dans la démonstration sur scène et celles que vous allez voir avec le robot, c'est WebRTC, WebSocket, WebService, WebSemantic, HTML5. Et je vous ai dit, même les couches internes du robot utilisent ces protocoles pour la communication. Donc là, ce que vous avez sur la droite, encadré avec en violet, c'est les différentes couches. Donc il y a la couche supérieure, Local Control and Web-Based GUI, c'est ce qui tourne ici. Et c'est ce qui fait du WebRTC, qui discute en WebSocket avec l'intérieur du robot. Et les autres couches, vous pouvez voir qu'il y en a une en C#. Enfin, elles ne sont pas forcément écrites en techno-web, standard, JavaScript, etc. Mais elles parlent les protocoles du web. Voilà. Donc à l'extérieur, on a le pilote en haut à droite, donc c'est mon poste à moi. Et moi, en fait, je suis connecté aussi à des bases de données sur le web de données, notamment une base de données qui gère des données au format RDF du web sémantique. Si vous voulez, je pourrais rentrer dans les détails, mais par la suite.
Alors, les technologies qui sont associées à WebRTC, donc WebRTC c'est une API standard du web qui est implémentée dans les navigateurs modernes, à part Safari qui est un peu en retard. Il y a une autre API qui va avec, qui s'appelle MediaStream, Media Capture and Stream, ce qui permet de choisir les webcams, les résolutions, si on a une carte son externe, les micros, si on veut parler avec un micro-cravate par exemple, il va falloir sélectionner une entrée. Donc, ça, ce sont des API standards. Alors, pour la petite histoire, à l'origine, c'est Google qui a open sourcé ça. Il avait racheté une petite start-up pour faire son Google Chat qui est devenu Hangout par derrière. Ils ont contacté l'IETF pour que les protocoles deviennent standards et le W3C pour que les API JavaScript deviennent standards. Et évidemment, quand les groupes de travail du W3C se mettent au boulot, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans pour arriver vers des solutions qui conviennent à tout le monde. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite histoire. Donc WebRTC, on va le voir, ça s'occupe de la mise en relation des pairs. Ici, j'ai une adresse interne dans le réseau local, j'ai une adresse externe. Le robot, il est derrière un firewall au musée, il a une adresse interne externe. Il faut passer par un serveur externe qu'on appelle un serveur de signaling. Et ce serveur va échanger les adresses IP. À partir du moment où les adresses IP ont été échangées, il y a une connexion de pair à pair qui se fait. Et là, il y a une petite discussion, ça va très vite, pour dire qu'est-ce que tu as comme webcam, quel codec tu supportes, quelle est la bande passante, etc. Et dès que cette négociation a été faite, ça y est, c'est parti, on commence à faire l'échange. C'est crypté, ça s'adapte à la variation de bande passante, donc l'image peut devenir un peu floue, etc. Et voilà. Et il y a des solutions de secours si jamais on n'arrive pas à traverser et à établir la connexion peer-to-peer. C'est très rare, c'est moins de 10% des cas aujourd'hui. Et dans ce cas-là, soit WebRTC propose de passer par un serveur de relais, qui s'appelle un serveur turn. Alors vous pouvez en installer des open source, c'est un peu compliqué. Il y a des serveurs as a service qui sont disponibles aujourd'hui, principalement chez les opérateurs téléphoniques ou des sociétés privées, mais voilà. Ou bien il y a une solution qui marche à tous les coups, c'est ouvrir un VPN et là vous traversez tout, quoi. Donc nous on privilégie la solution du VPN pour avoir de la bande passante, de la fluidité, etc. Donc Media Capture and Stream, vous l'avez vu, c'est ce qui a permis d'avoir ces petits menus pour choisir les résolutions, choisir les webcams. On le verra avec le robot de Mo où on va changer de webcam à la volée. Voilà, et Media Capture and Stream API, juste pour la petite histoire, ça marche en standard avec n'importe quelle webcam classique, mais si vous voulez utiliser des caméras IP comme la Foscam motorisée qu'on a mis sur la tête du robot à Mo, ou une Kinect 2, il faut passer par des gateways, mais en fait on sait supporter n'importe quel type de caméra. Voilà, donc bon ça j'en ai déjà parlé, mais en gros si on veut résumer WebRTC, c'est Skype++, sans installation, quoi. Alors parce qu'on peut envoyer du data, parce qu'on a accès à toute une API, on peut le programmer comme on veut, c'est pas un logiciel fermé, ce sont des API, et c'est Skype, parce que Skype fait du peer-to-peer, y compris du peer-to-peer à plusieurs, donc on peut faire ça aussi en WebRTC, on peut faire du mesh, je parle avec 3-4 personnes en même temps. On peut faire du broadcast en passant par des MCU. C'est j'ai envie que la visite du musée soit broadcastée sur YouTube ou l'équivalent avec des milliers de personnes qui suivent. Là, il y aura de la latence. Ça sera plus bidirectionnel, mais on sait se connecter sur le monde de la vidéo classique, soit avec des solutions software, avec un MCU Cisco, c'est ce qui est à droite. Ça, c'est des trucs qui sont capables de broadcaster des grands volumes de vidéos ou d'assembler, de faire du mixage et du démixage. Voilà. Bon, juste un petit mot pour dire qu'on a aussi branché du web sémantique dans ce projet, parce qu'on fait du web à tous les étages. Donc, dans le musée, on a des scènes, on a le robot qui se déplace à l'intérieur, et le robot va être capable de savoir où il est, déclencher des événements quand il se trouve en face d'une scène, détecter, calculer des chemins pour faire des visites sous contrainte. J'ai 35 minutes pour visiter. C'est une visite pour des CM2, je ne vais pas proposer les mêmes documents que si c'est pour des terminales ou un lycée ou une université avec des étudiants en histoire. Donc voilà un exemple de scène avec des canons. Donc nous on a modélisé la scène, les objets, les points d'observation, parce que là si on veut voir le canon de droite ou le canon de gauche, peut-être que le robot va se déplacer, changer son angle. Et donc à distance, les gens pourront sélectionner des points d'observation. Et également, on va le voir tout à l'heure, voilà, d'autres exemples de scènes avec un avion de la guerre de 14, un bateau, etc. Et donc, bon, c'est dans le transparent d'après. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des modèles de données pour décrire les objets, les scènes, les parcours, les zones qui décrivent le moment où le robot doit dire « je suis entré dans la zone de la scène numéro 1 », etc. On a modélisé tous les objets à l'intérieur à partir d'une base de données que nous a donné le musée.
Donc on a pris ces données-là, on les a rentrées dans nos modèles, et on a utilisé une base de données de graphes qui s'appelle RDF Store JS, qui est toute petite et qu'on peut embarquer dans le robot si on veut limiter par exemple les problèmes de bande passante ou si on veut être en autonomie complète, que les requêtes s'exécutent très très vite et pas en allant chercher ça sur le web. Donc voilà, et on n'utilise que des langages standards du W3C, RDF pour les données, RDFS pour les modèles de données, Sparkle c'est le langage de requête standard. Et dans la démo que vous allez voir, on requête Wikipédia, enfin on requête la version requêtable de Wikipédia qui s'appelle DBpedia et qui respecte ces standards. Donc voilà les scènes de référence où on va aller se promener. Il y a une première scène qui contient des soldats en uniforme de l'année 1914. Elle s'appelle Marne 14. Voilà une vue de loin. Alors vous allez voir qu'il y a plein d'étudiants, plein de jeunes qui font des visites actuellement dans le musée. Donc il y a un système anti-collision qui fait que le robot s'arrête et continue sa visite si jamais des gens traversent. Il y a une seconde scène qui est une scène de tranchée, une tranchée allemande, une tranchée française avec des armes, etc. On va pouvoir zoomer en haute résolution dessus. Et voilà les exemples de choses qu'on a mis dans la base de données. Donc par exemple pour un soldat en uniforme, on a tous les objets qu'il compose, on a des descriptions textuelles et on est capable d'aller chercher automatiquement sans les connaître à l'avance des vidéos sur YouTube, des documents sur le web, etc. en requêtant dynamiquement le web de données. Donc voilà. La carte du musée, on l'a aussi modélisée, en particulier les parcours à l'intérieur du musée. Et les points, alors on ne les voit pas très bien, mais c'est des petits points en orange dans la carte qui se traduisent par des entrées dans un menu. Alors c'est un prototype, cette interface-là. Si on commercialise, il est probable qu'on va simplifier, rendre ça plus joli, etc. Parce que là, on a plein de fenêtres qui servent à débugger, à faire des logs, etc. Et sur la droite, vous voyez, ça c'est une ancienne version, mais on avait des images ou des vidéos qui se popaient dans un bandeau, et on pouvait déclencher des vidéos. Donc là, on va essayer de se connecter sur le robot qui est au musée. J'espère qu'ils ont fait ce qu'il fallait là-bas. Et on va essayer de le piloter à distance. Donc j'ouvre encore une page web, simplement l'adresse IP est différente parce que ça va se connecter sur le robot. Je mets mes lunettes. Donc je vais lancer l'interface d'administration dans le cas où il y a un problème. Celle-là, vous ne la voyez pas. L'interface du pilote que je vais basculer sur l'écran ici. Voilà. Donc là, je me connecte sur le musée, sur le robot qui est situé à Meaux. Il a déjà envoyé la description de ses caméras. Je vais faire un petit zoom pour qu'on y voit en entier. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Et là, j'ouvre la connexion. Donc, sélectionné, vous voyez qu'il y a plusieurs caméras. Donc là, je suis sur une caméra Logitech qui est une webcam standard qui ne fait pas de haute résolution, je crois. Voilà. Ouvrir la connexion. Là, on se connecte sur le voilà. Donc là, on est connecté sur le musée de Meaux. Je vais peut-être couper le son. Voilà. Et si je prends la manette, déjà, j'ai le contrôle du robot à distance. Donc là, voilà. Donc je tourne. Vous voyez, voilà. Je peux reculer. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, donc j'ai un peu peur, mais je vais juste bouger un tout petit peu. Parce que, ah non, ici, c'est avec les manettes. Attendez, je vais le tourner pour aller vers... voilà. Donc là, je peux me promener. D'accord ? Donc là, le robot avance. Alors, je peux régler assez précisément le... J'ai peur d'écraser quelqu'un, je vous l'avoue. Voilà. Donc, plus intéressant, on va pouvoir aller vers visiter une scène. Donc, Marne 14, elle est déjà sélectionnée. Je fais Go. Voilà. Donc, le robot doit démarrer. Il y a 3 points d'interrogation. Je ne sais pas si c'est normal, là. Go. Ah, peut-être qu'il y a un bug et qu'il faut sélectionner quelque chose. Alors, je vais sélectionner quelque chose. C'est assez bizarre qu'il n'y aille pas. Comment ça se fait qu'il ne veuille pas aller là-bas? Start, peut-être qu'il faut que je le mette sur... Parce que s'il est trop point d'un point, il considère qu'il n'a rien à faire. Voilà. Donc je le mets au point de départ. Je ne sais pas où il va. Là, je peux changer, je suis en faible résolution. Donc là, je peux changer les résolutions. Donc voilà, je vais changer la résolution. Je change encore. Je change combien je vais passer en 720 points. Voilà, je peux me mettre en plein écran. Donc voilà ce qu'on voit actuellement. Ah oui, avec le retour, c'est mieux. Donc là, je peux aussi changer de caméra pour avoir une caméra... Attendez, je vais essayer d'aller devant la scène réellement, qui s'appelle Marne 14. J'y suis là ou pas? Oui, j'y suis, d'accord. J'y étais. Ok, donc je peux changer de caméra. Donc là, on passe sur une caméra qui est une caméra IP, qui est... ah, mais voilà. Donc là, je peux zoomer en avant ou zoomer en arrière. Je peux déplacer la caméra sans déplacer le robot. Donc je ne sais pas exactement
Voilà. Je vais essayer de zoomer. Donc voilà, on peut faire du zoom avant. Donc on peut contrôler avec une assez bonne qualité en fait ce qui se passe. Alors la caméra IP, il y a un peu de latence parce qu'il y a une transformation de protocole au milieu par une gateway. Je vais essayer maintenant d'aller sur la scène de la tranchée. Alors oui, les documents qui sont popés là, c'est les fameux documents reliés dont je vous ai parlé. On a des vidéos, la page Wikipédia, etc. Il faut que je tape Go, clique sur Go. Ah non, mais je n'ai pas sélectionné la tranchée. Voilà, là je suis sur Marne 14, tranchée. Go. Il devrait y aller. Il devrait y aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est repassé sur Marne. Pourquoi il ne veut pas y aller? J'ai fait des bêtises? Go. Pourquoi il ne veut pas aller à la tranchée? En tout cas, ça marchait sur scène. Oui, bah écoutez, c'est l'effet démo, start. Pourquoi il ne veut pas aller se déplacer? C'est assez bizarre. Bon, je vais peut-être prendre la main pour le déplacer. Donc, je vais changer de caméra. Ça, c'est la caméra de navigation. Alors, ça, c'est les caméras IP qui sont placées en fixe dans le musée. Voilà. Donc là, je vais peut-être le déplacer légèrement, le robot. Marche arrière. Alors là, il n'y a pas d'anti-collision quand c'est moi qui pilote. C'est un petit peu risqué. Voilà. Donc si je voulais avoir plus de fluidité pour le pilotage, là je peux passer en résolution disons plus faible en mode pilotage. Voilà. Et je vais quand même essayer de l'envoyer sur le point de départ là. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus. Ça y est, ça remarche. En fait, il y a des petits. On est en train de développer ça, donc il y a des. Peut-être qu'il considérait qu'il était dans un coin un peu dangereux et peut-être qu'il y avait un obstacle devant. Là, il s'est arrêté parce que quelqu'un est passé. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Donc là, il va au point de départ. Je pense que c'est parce que je m'étais trop approché de la zone et qu'il devait considérer qu'il y avait un obstacle. Donc on va aller aux tranchées. Voilà, ça y est, ça marche. Voilà. Bon, et là, on est toujours en bidirectionnel, hein, c'est-à-dire que sur l'écran du robot, il me voit en train de faire l'idiot. J'en suis où au niveau du temps? Fabien? Ça va? D'accord. Donc voilà, donc là, le robot... alors, comme il y a des gens qui passent devant, il s'arrête et puis il doit continuer, voilà. Il reprend son... Alors, je vais voir si je peux tourner, je ne sais pas. Voilà, là j'ai la main, je vais essayer d'aller voir la tranchée. La tranchée est là. Voilà, là je peux changer de caméra si j'ai envie de voir un détail. Alors je ne sais pas si je me suis peut-être trop approché. Je crois qu'il y a une mitrailleuse quelque part, si je me souviens bien. Voilà. Je change de caméra. Je zoome en arrière peut-être. Voilà, on a une mitrailleuse ici. Et là, on peut aller jusqu'à... Alors ça, c'est une caméra qui fait de la HD. Si on avait une meilleure bande passante, on pourrait très bien... Alors en fait, on peut brancher 15 caméras, on les change à la volée. Si vous voulez faire un système de surveillance aussi, au lieu de visiter un musée, c'est possible. Donc là, je change les résolutions. Donc je ne sais pas en quelle résolution je suis. Voilà, 644... Non, je suis en quelle résolution là? J'ai du mal à voir. Voilà. Je n'ai pas suivi tout ce que j'ai fait, mais voilà. Donc là, je suis en 720 points, et je pense que je dois pouvoir aller jusqu'en 1080. 1920, voilà. Là, on est en HD, là. On devrait être en HD. Voilà. Bon, je vais peut-être arrêter cette démonstration, moi, ce que vous voulez que je fasse des choses, et je vais continuer la présentation. Je vais fermer les interfaces pour libérer de la bande passante aussi, si on fait, parce qu'on reprendra nos amis en duplex si vous avez des questions après. Voilà. Ah, il est repassé à 0.
Bon, je sais. Voilà, donc les conclusions et les perspectives, c'est ça marche. Donc j'avais fait une conclusion avec ça a marché ou pas, parce qu'on est quand on a un robot mobile avec beaucoup de logiciels différents qui tournent à l'intérieur, qu'on est tributaire du réseau Wi-Fi, des firewalls, etc. On a toujours des petits risques. Là, je suis assez content. On l'a piloté depuis le Japon, on l'a piloté depuis ici, on l'a piloté X fois depuis le laboratoire à travers tout type de réseaux, y compris des réseaux publics de l'université qui ne laissaient rien passer parce qu'on a cherché des conditions extrêmes aussi, et on s'en est sorti. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est en fait que cette technologie-là, elle n'est toujours pas standardisée, c'est-à-dire que W3C, on est sur les standards vivants et mouvants. HTML5 qui est sorti en 2011, a été standardisé en 2014, mais ça fait depuis 2012 qu'on utilise du HTML 5.1. Vous le vivez aussi avec JavaScript, etc. On travaille toujours sur des versions qui sont en cours de développement. Là, WebRTC, c'est quasi finalisé, mais ça ne l'est toujours pas. Donc de temps en temps, il faut qu'on fasse des petites modifs dans le code quand il y a des petits points de détail qui changent. Mais c'est déjà, il y a déjà des acteurs commerciaux très actifs. Donc vous voyez qu'il y a Orange qui est déjà partie prenante. Et là, on est en train de discuter donc, pour vendre ce robot, le livrer dans 1 an à des musées canadiens, quoi. Et avec des besoins, par exemple, les gens peuvent réserver des visites automatiques sur une page web. Alors, là, typiquement, c'est n'importe qui, c'est pas forcément un instituteur qui va faire visiter ça à sa classe, mais je suis chez moi, je suis prof d'histoire, je dis à mes élèves ce soir à 20 h depuis chez vous, vous vous connectez, c'est moi qui fais la visite, c'est moi qui commente, et c'est vous qui regardez. Alors, eux ne m'auront pas en bidirectionnel, mais ils pourront suivre la visite. Autre exemple, c'est une salle de classe. Là, on est en bidirectionnel. Il faut que les élèves puissent poser des questions à la fin de l'heure. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, etc. S'ils ont envie d'aller zoomer quelque part, pouvoir recliquer, retourner sur des scènes. Donc en fait, on est sur la fin du projet et on pense déjà, disons, à l'industrialisation de ce projet. Il n'y a pas tous les projets de recherche qui débouchent sur une industrialisation. Ce prototype que vous voyez là, il a une finition industrielle. Les prototypes sur lesquels on a travaillé et celui qui est au musée, vous avez vu qu'ils sont tout nus. Voilà, on a des versions un peu différentes. Donc je vais m'arrêter là. J'ai d'autres transparences sur du détail sur WebRTC, sur les parties web sémantique, etc. Si vous avez des questions, je suis à vous. Et je vais peut-être ouvrir la vidéoconférence avec le musée, si vous avez des questions aussi, peut-être pour nos amis situés au musée. Oui? Bonjour, ça a été super intéressant. Mais j'ai une question. Vous avez parlé de peer-to-peer. Et si j'ai compris, c'était quelle vidéo qui est fait en peer-to-peer, c'est ça? Il y a tout qui est en peer-to-peer. La vidéo, l'audio et les datas. Là, quand je pilote avec la manette, j'envoie des ordres au robot et lui, il me renvoie la carte, il me renvoie sa position, il me renvoie le niveau de la batterie, il peut me renvoyer les données de ses capteurs aussi en peer-to-peer. L'avantage d'être en peer-to-peer, c'est qu'évidemment, on n'a pas de relais au milieu, donc c'est une liaison directe. Et nous, on a fait des tests parce qu'on a voulu comparer, par exemple, les datas entre les WebSockets, qui est la technologie utilisée dans les jeux vidéo, par exemple, et le peer-to-peer. Eh bien, il n'y a pas de surprise, on est à peu près 2 fois plus rapide. Sur la vidéo, là c'est encore plus flagrant parce que si on passe la vidéo par un serveur qui la relaie, vous voyez qu'il faut la rencoder, il faut la rebalancer, enfin pas la rencoder mais il faut la relayer tout simplement. C'est à peu près 2 fois, on perd à peu près 2 fois le nombre d'images par seconde. D'accord, ouais, parce que pour moi peer-to-peer c'était carrément comme BitTorrent ça marche. Alors, on peut utiliser WebRTC pour faire du BitTorrent. Il y a des gens qui ont refait BitTorrent en WebRTC. Avec des navigateurs, on pouvait regarder des films en streaming dans son navigateur et simplement, on balançait à chaque fois, on servait de relais dans le torrent. Bon, ça a été interdit, ils l'ont retiré, mais il y a des gens qui avaient refait, je ne sais plus comment s'appelait l'application qui permettait de voir des films en streaming en BitTorrent directement. Je l'ai sur mon ordinateur. Et il y avait je ne me souviens plus de son nom, ça va me revenir. Il y avait la même in the browser, ça s'appelait. Donc l'application, mais je sais pas mon Mac là. Ouais, c'est ça. Il y avait popcorntimeinthebrowser.com. On allait là-dessus, on avait Popcorn Time dans le browser, avec les mêmes films, les mêmes flux, etc. Oui, ok, ça marche. Non, mais après, bon, peer-to-peer, c'est pas, il n'y a pas que des choses un peu illégales, on peut tout faire, oui. Voilà. Bon, merci.
Bonjour, merci pour Bonjour. votre présentation. En mode automatique, comment le robot se positionne Ah, c'est une excellente question. GPS, mais... Donc, non, il n'y a pas de GPS. Alors, comment ça marche? Parce que le GPS à l'intérieur, c'est très compliqué. Donc, en fait, le robot dispose ici à l'avant d'un laser rangefinder. Donc, c'est un laser qui arrose à 180 degrés, qui mesure la distance des objets. Et il a aussi des capteurs, ce sont les petits points rouges qu'on voit là, qui détecte les trous. Ça, c'est pour pas qu'il tombe de la scène quand il cartographie la scène. Donc hier, on l'a promené sur la scène, il a tout enregistré, et il construit une carte. Et après, vous le posez n'importe où, et juste en reconnaissant, par exemple, l'angle de cette chose-là, il dit « je suis à tel endroit ». Il se positionne en se repérant par rapport à la carte. Et c'est très précis, en fait. Voilà. Simplement, là les algorithmes derrière, c'est des choses qui ont maturé pendant des dizaines d'années dans le milieu de la robotique. Et là, je crois que vous utilisez un système de cartographie de Stanford, c'est ça, il me semble bien. Donc ça, c'est un outil que Robosoft a acheté sous licence, qui est fait par l'université de Stanford. C'est un peu l'état de l'art dans le domaine, et ça marche très bien. Donc nous, on a cartographié le musée, par exemple. Alors pas l'entier dans la démo qu'on a faite aujourd'hui, on a cartographié quelques centaines de mètres, hein. Mais en théorie, il faudrait tout cartographier. Et là, il y a soit on le promène avec le joystick à la main. Alors à une époque, moi je ne l'ai pas vu sur celui-là tourner hier ici, mais il faisait l'exploration automatique. Il se baladait jusqu'à ce qu'il ait, comme les robots de nettoyage, hein, jusqu'à ce qu'il ait observé tout l'environnement. La carte, on la calcule une fois, on la stocke après. Et par contre, s'il y a des obstacles mobiles, une chaise qui n'était pas prévue, il la contourne, il s'arrête, il la contourne. Alors soit il s'arrête, soit il la contourne au bout d'un moment, et il peut continuer ses missions. Donc voilà. D'accord, mais ça veut dire que pour enregistrer un point, il faut que le robot soit au point même pour enregistrer en fait l'enregistrement du laser. Alors là, dans les démos, il n'y avait pas le laser, hein. Enfin, le laser, il servait juste pour les obstacles. Mais oui, la première fois, quand on met le robot dans le musée, il faut passer 1 heure ou 2 à lui faire cartographier les lieux. Mais après, à moins qu'on construise de nouveaux murs, c'est pas la peine, quoi. Là, hier, on a construit la carte en 5 minutes. Combien on a mis? 5 minutes de la scène, hein. Je vais peut-être... voilà, ouais, bon, ben voilà, j'ai plus les trucs sous les yeux. Ok, merci. Je vais peut-être ouvrir la visio avec nos amis aussi. Oui, une question? Oui, bonjour. Alors déjà, c'est toujours compliqué de faire une démo en live sur scène. Alors piloter un robot à plusieurs dizaines de kilomètres d'ici. Gros stress depuis hier 8 heures. Gros respect. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a un petit peu comme techno derrière, notamment au niveau du robot. Alors j'imagine que de votre côté, dans le browser, vu qu'on ne passe pas par un serveur, c'est tout en JavaScript. Côté robot, qu'est-ce qu'il y a? Ok, je vais vous mettre le transparent. Alors... c'est bon. Attendez, je fais échappe. Je vais essayer d'aller au bon endroit. Je reviens au début. Voilà. Bon, voilà. Alors dans le robot, tu pourrais enlever la coque et on va le tourner. Si tu peux le tourner. Donc en fait, il y a Robosoft. Là, moi, je ne travaille pas pour Robosoft. Hein. Je suis enseignant-chercheur, mais à l'intérieur de ce robot, il y a plusieurs couches. Il y a une couche qui est sur celui-là de robot, parce qu'ils font aussi des robots avec du Linux temps réel, etc. Alors ça, ce robot-là, il a la couche basse qui fait vraiment le très très bas niveau, c'est-à-dire parler au moteur, parler au capteur, etc. C'est un vieux Windows CE avec des couches écrites en C qui n'ont pas évolué quasiment depuis 2005 sur ce robot-là. Hein. Au-dessus, on a, pendant longtemps, ils ont utilisé le Microsoft Robotics Studio, qui était une solution commerciale de Microsoft. Alors pourquoi ils avaient choisi ça sur ce type de robot-là? Pour brancher des webcams pas chères à l'époque où, sous Linux, quand on voulait faire reconnaître une webcam, c'était la galère. Ah oui, la manette. Tiens, tu prends la manette pure là, voilà. Voilà. Et donc ils avaient passé des accords avec Microsoft. Et puis Microsoft a arrêté de supporter ce truc-là. Donc là, il y a le choix, c'est soit d'utiliser ROS, qui est un Robotic Operating System open source, mais qui tourne sous Unix, soit ça a été de réécrire les parties du Robotic Studio qui étaient les plus utiles. C'était juste un orchestrateur de service. Et là, moi, j'ai insisté. Parce que dans le projet, on a fait ça a été fait pendant le projet, pour que ça soit
web compliant. En gros, ils ont réécrit en C# avec un framework qui s'appelle WAMP. C'est pas le Windows à la Apache, etc. Donc c'est un truc qui permet d'exécuter des services en parallèle en échangeant des messages, des tâches périodiques, etc. Mais simplement, il y a des WebSockets. Donc il y a des WebSockets et il y a des web services. Les web services, quand on veut la charge de la batterie, c'est un one-shot. Mais par contre, quand on veut avoir le laser en temps réel, la cartographie, l'état des capteurs, là c'est du flux assez tendu. On a envie d'avoir plusieurs informations par seconde. Donc là, on fait du WebSocket. Et la troisième couche, c'est le PC dont vous avez vu l'écran tactile qui est embarqué à l'intérieur. Cette couche-là, en fait, là c'est juste une tablette, un truc sous Windows, mais on s'en fout complètement parce qu'en fait c'est du Node.js. Et c'est pas du Node.js, il n'y a même pas de serveur sur le robot là, c'est juste un browser qu'on lance. Alors nous on a fait des tests chez nous avec des browsers headless, c'est-à-dire des browsers invisibles qui se lancent automatiquement au démarrage sans aucune interface. Dans le cas où on n'a pas besoin de faire de la vidéo bidirectionnelle, on peut avoir un robot qui va agir en tant que serveur, mais comme WebRTC c'est de navigateur à navigateur, on utilise un navigateur invisible, un Chromium qu'on a défiguré pour plus qu'on le voit, quoi. Et voilà, donc ça c'est pour avoir des systèmes qui puissent se lancer automatiquement sans qu'on ait besoin d'interagir. Là, tout à l'heure, on a ouvert la page web en fait sur le robot. On a cliqué sur une icône et puis ça a ouvert la page web qui contient le code qui reçoit les messages et qui les transmet. Oui. À savoir aussi, il y a des clients WebRTC pour Node. Oui. Alors WebRTC, c'est un protocole. On a des clients natifs. Sous iOS, par exemple, Safari ne supporte pas l'accès aux caméras. L'API Media Capture et Streams, elle n'est pas supportée par Apple pour le moment, parce qu'ils ont un peu peur pour des raisons de sécurité. Ils préfèrent ils l'ont annoncé pour la prochaine version de Safari. Mais aujourd'hui, on sait faire des applis qui tournent sous iOS, qui font du WebRTC. C'est des applis écrites en code natif, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà. Alors, pour le moment, il n'y en a pas, parce que c'est des prototypes de recherche, le projet est en cours. Là, quand on a reçu le cahier des charges des musées canadiens, il y a autorisation, authentification, sécurité, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un essaie d'attaquer le truc, qu'est-ce qui se passe si on met tous les mains sur le clavier. Tout cet aspect-là, qui est de la robustesse industrielle, de la sécurisation, ça va faire partie, je pense, de l'après-projet. Alors, absolument. Alors c'est clair qu'on ne peut pas livrer ce machin-là si Kevin peut prendre le contrôle sans permission. Et voilà. Et alors après, au niveau sécurité purement des flux, c'est déjà crypté. WebRTC, la raison pour laquelle c'est toujours pas standardisé, c'est que pendant 6 mois, 1 an, il y a eu des découvertes de trous de sécurité. Vous avez peut-être entendu parler qu'à travers WebRTC, on pouvait pirater des VPN, etc. Bon, tout ça, ça a été bouché, on espère. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des évolutions de l'API. Hein. Notamment, on ne peut faire du WebRTC qu'avec des pages en HTTPS, etc. Puis tout le monde a été traumatisé par comment il s'appelle, par Zuckerberg qui mettait son scotch devant la webcam. Voilà. Et pour la petite histoire, Apple a retiré. En fait, Apple supportait la webcam dans Safari. Ils ont retiré après que les photos de Jennifer Lawrence toutes nues soient retrouvées sur le web, ce qui n'a aucun rapport avec WebRTC ni avec les webcams, parce que c'est son téléphone qui s'était fait voler, je crois bien, ou sur un compte iCloud qui a été piraté. Et donc Apple, pour montrer qu'ils réagissaient, ils ont coupé l'accès à l'API. Donc, et là, ça fait 3 ans qu'on attend qu'ils le remettent. Donc, oui, la sécurité, c'est un aspect très très important. Vos clients, vos futurs clients vont, je pense, insister lourdement sur ces points-là, je pense. D'accord. Malgré d'autres. D'accord. Oui, oui. Là, par exemple, il faut qu'on fasse un système de réservation de visite, et puis de paiement, et puis, donc, on ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Par exemple, les visites proposées au grand public, ça sera je veux aller voir telle scène, je voudrais que le robot me fasse la visite tout seul, ou je veux changer de point d'observation, mais il ne pourra pas prendre la manette, quoi, par exemple. Ça, c'est la cata. S'il écrase des gens, ça pèse quand même lourd. Alors, il y a des systèmes anti-collision, hein, mais voilà. Bonjour.
Oui. Moi, je me demandais pourquoi est-ce que vous avez choisi le web sémantique par rapport Ah. à d'autres systèmes de base de données. Je fais partie d'une équipe qui a poussé le web sémantique depuis 1997. Bien grandeur. Donc on est situé à l'INRIA, là où il y avait le premier bureau du W3C. Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, c'était sa danseuse. Donc il y a X raisons pour dire pourquoi on a poussé ça. Après, il y a des raisons, vraies bonnes raisons. C'est que derrière, nous, on va faire de la proposition. C'est pas fait encore dans le projet, mais on va faire de la proposition de parcours sous contrainte. Et quand on commence à devoir avoir un peu de raisonnement ou des contraintes, y compris des contraintes dynamiques pendant la visite, là c'est bien d'avoir un système qui peut raisonner. Alors, c'est quoi la différence entre une base de données du web sémantique et une base de données SQL? Donc on a des modèles de données typés et on a des données. Ok ? La différence dans les modèles de données du web sémantique, c'est qu'on peut juste décrire ça, c'est une personne avec telle propriété, etc. Mais on peut mettre des règles. Donc les règles, c'est si Alex Ferguson entraîne Manchester et si David Beckham joue à Manchester, alors je peux poser la question qui entraîne Manchester? Si j'ai une règle qui dit si A entraîne le club B et si C joue dans le club B, alors A entraîne C. Orange, par exemple, dans le moteur.fr qui est ce qui est, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de questions sur les people, donc ils ont avalé toutes les données de DBpedia sur les people, et ils ont rentré des règles pour dire baise avec, c'est synonyme de couche avec, c'est synonyme de est marié avec, c'est synonyme de a eu une liaison avec. Voilà. Et donc ça, c'est juste des relations de synonymie, mais il y a aussi des relations de réflexivité, transitivité, antisymétrie, etc. Quand on a ce genre de règles, les requêtes mettent un peu plus de temps, mais on peut poser des questions. Par exemple, génère-moi un parcours de visite de 35 minutes pour des CM2 centrés sur l'année 1914. Et propose-moi des documents, parce que je suis la personne qui prépare les parcours, propose-moi des documents qui vont se popper pendant la visite et que les gens pourront consulter. Et comme le robot interroge le web de données en récupérant des vidéos, des documents, il y en a beaucoup, hein, et là on va pouvoir faire son choix. C'est-à-dire que, bon là j'ai pas eu le temps de le montrer, mais dans les documents qui sont affichés dans le bandeau, il y a des documents dynamiques, on ne sait pas à l'avance ce qui va arriver. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et accessoirement, c'est très pragmatique et c'est très simple ce qu'on a fait en web sémantique dans ce projet-là. On n'a pas fait de choses très compliquées, en tout cas dans les démos qui tournent actuellement. C'est pas plus compliqué qu'avoir utilisé MySQL, quoi. Ça fait peur, le mot sémantique fait peur, on appelle le web sémantique le web de données aujourd'hui, mais vraiment on a dû développer la couche web sémantique en 3-4 jours. Oui, alors le robot vient avec, comment ça s'appelle, une docking area, et donc tout seul, il a conscience qu'il n'a plus assez de batterie, il va se recharger tout seul, etc. Donc oui. Et l'autonomie, je ne sais pas de combien elle est l'autonomie, mais... c'est quoi? C'est prototype, alors bon, on me dit, on ne sait pas, ça dépend des batteries qu'on met dedans, voilà. Ah, alors il y a Robosoft fait des robots avec des bras, mais pas celui-là, c'est des gros bras à la Terminator là pour attraper les objets. Vous avez prévu de faire des robots avec des bras humanoïdes ou pas? Alors on a des robots plus basiques avec des bras de manipulation et pas sur celui-là. Donc pardon pour ceux qui n'ont pas entendu, ce modèle-là n'en a pas, mais on a un modèle plus basique pour la logistique qui est équipé d'un bras manipulateur et d'une caméra afin de pouvoir prendre un objet, le déplacer dans l'espace et le poser quelque part. Alors, a priori, ils ne sont pas sur des robots humanoïdes parce que les personnes qui ont été interrogées, notamment dans les scénarios de santé, ne veulent pas de robots humanoïdes, en fait. Contrairement aux Japonais qui adorent les robots humanoïdes, les Européens, en tout cas, ont une espèce de trouille bleue que le robot leur ressemble. Et donc, notamment sur les visages, quand on fait des visages trop ressemblants aux visages humains, il y a des effets de rejet assez forts, quoi, et d'inquiétude, en fait. Hein. Pour la petite anecdote, hier matin, rien ne marchait. Parce que le réseau était trop instable et la personne qui avait lancé les logiciels dans le robot du musée n'avait pas respecté un certain ordre. Et donc oui, j'ai apprécié ta remarque pour nous dire vous êtes courageux. Effectivement, j'ai carrément cru qu'on était fous hier matin quand je suis arrivé. Et bon, finalement, ça a fonctionné plutôt bien. Bon. Okay, c'est bon. Vous n'avez pas de questions pour les gens du musée
Parce que du coup, j'ai pas ouvert la connexion avec eux. Voilà. Donc là, dans le musée de Meaux, il va y avoir des visites réelles qui vont être faites pour tester avec des vraies écoles, etc. Voilà. Bon, merci.